Il y a un endroit, quelque part en Europe, où chaque pierre a vu passer plus de rois que n'importe quel autre sol du continent, où des tribus gauloises ont un jour allumé un feu, sans savoir qu'à cet endroit précis, 2000 ans plus tard, des millions de gens marcheraient chaque jour sans même y penser. Cet endroit, c'est la France. Avant de commencer ce voyage, abonnez-vous aux Échos du passé pour ne rater aucune reconstitution du passé et activez la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle époque revit à l'écran. Aujourd'hui, on ne va pas parler de dates à retenir par cœur, ni de rois qu'on récite sans les comprendre. On va remonter le temps, doucement, couche après couche, pour voir ce pays non pas comme une ligne dans un livre d'histoire, mais comme une terre vivante, façonnée par des générations de gens ordinaires qui, comme nous, se levaient chaque matin sans savoir ce que l'avenir leur réservait. Bienvenue dans les échos du passé. Avant même de s'appeler la France, cette terre s'appelait la Gaule, un territoire couvert de forêts denses, traversé par des fleuves puissants, habité par des peuples celtes divisés en dizaines de tribus, les Éduans, les Arvernes, les Parisis, ce même peuple qui donnera un jour son nom à Paris. Ces Gaulois n'étaient pas les barbares mal dégrossis qu'on imagine parfois, c'étaient des artisans habiles, des métallurgistes reconnus dans toute l'Europe pour la qualité de leur fer, et des agriculteurs qui avaient déjà domestiqué une bonne partie des terres fertiles du pays. Leurs villages, qu'on appelle des oppida, étaient de véritables centres de vie, avec des marchés, des ateliers et des routes commerciales qui reliaient la Gaule à la Méditerranée. Puis, au 1er siècle avant notre ère, tout bascule. Jules César et ses légions romaines franchissent les frontières. La guerre des Gaules commence. On retient souvent le nom de Vercingétorix, ce chef arverne qui unit pour la première fois plusieurs tribus gauloises contre l'envahisseur romain. Sa défaite à Alésia, en moins 52 avant notre ère, marque la fin de la Gaule libre. Mais ce qui suit est presque plus fascinant que la conquête elle-même. Plutôt que d'effacer la culture gauloise, Rome va s'y mêler. Des villes naissent. Lugdunum, aujourd'hui Lyon, devient une capitale régionale prospère. Lutèce, sur une petite île de la Seine, se transforme peu à peu en une cité romaine avec ses thermes, ses arènes, ses temples. Cette île, c'est celle qu'on appelle aujourd'hui l'île de la Cité, au cœur de Paris. Pendant près de 500 ans, la Gaule romaine va prospérer, mélangeant les dieux celtes et romains, les langues, les coutumes. C'est de ce mélange que naîtra, des siècles plus tard, la langue française elle-même, héritière directe du latin populaire parlé dans ces villes gallo-romaines, mais rien n'est éternel. À partir du IVe siècle, l'Empire romain commence à vaciller. Les invasions se multiplient, Wisigoths, Burgondes et surtout un peuple germanique qui va donner son nom au pays tout entier, les Francs. En 486, un jeune roi franc nommé Clovis bat le dernier représentant romain en Gaule. Il unifie progressivement les territoires francs et surtout, en 496, il se convertit au christianisme catholique, une décision politique autant que spirituelle qui va sceller pour des siècles le lien entre la monarchie française et l'Église. C'est le début d'une nouvelle ère. Le royaume des Francs devient, avec le temps, la France. Les villes romaines abandonnées se recouvrent parfois de terre et d'oubli, mais d'autres survivent, transformées, christianisées, fortifiées contre de nouvelles menaces. Le IXe siècle apporte son lot de terreur. Les raids vikings remontent la Seine, pillent les monastères et menacent même Paris. Alors une ville modeste protégée par ses murailles et ses ponts fortifiés. La légende raconte que c'est le siège de Paris
en 885, où la ville résiste héroïquement pendant près d'un an, qui commence à faire de cette cité un symbole de résistance et de pouvoir. Le Moyen Âge, souvent réduit dans l'imaginaire collectif à une époque sombre, est en réalité une période d'une richesse extraordinaire. C'est l'époque où s'élèvent les grandes cathédrales gothiques. Notre-Dame de Paris commence sa construction en 1163, un chantier qui durera près de 2 siècles, mobilisant des générations entières d'artisans, de tailleurs de pierre, de verriers. C'est aussi l'époque des universités. La Sorbonne est fondée à Paris en 1257, attirant des étudiants et des érudits venus de toute l'Europe pour débattre de théologie, de philosophie, de droit. Mais le Moyen Âge, c'est aussi la fragilité de la vie humaine. Au XIVe siècle, la peste noire traverse le pays, emportant peut-être un tiers de la population française en quelques années seulement. Les villages entiers se vident. La peur devient omniprésente. Et puis vient la guerre. Pendant plus d'un siècle, on parle de la guerre de 100 ans. La France et l'Angleterre s'affrontent pour le contrôle du territoire. C'est dans ce chaos qu'émerge l'une des figures les plus marquantes de l'histoire française, une jeune paysanne de 17 ans, originaire de Domrémy, qui affirme entendre des voix la poussant à sauver son pays. Jeanne d'Arc va, en quelques mois seulement, redonner espoir à une armée française épuisée avant d'être capturée et brûlée vive à Rouen en 1431. Son histoire, tragique et fulgurante, deviendra l'un des symboles les plus puissants de l'identité française. Les siècles suivants voient la monarchie française atteindre des sommets de puissance et de faste. François Ier fait entrer la Renaissance en France, invitant Léonard de Vinci à passer ses dernières années au Clos Lucé, près d'Amboise. Puis vient Louis XIV, le roi Soleil, qui fait construire à Versailles un palais si grandiose qu'il deviendra le symbole même du pouvoir absolu, un lieu pensé pour éblouir, pour soumettre la noblesse à sa volonté, pour affirmer que la France est, à cette époque, la puissance culturelle et politique dominante de l'Europe. Mais cette splendeur a un prix. Les caisses de l'État se vident, les inégalités se creusent, et le peuple, lui, continue de souffrir de famine et de taxes écrasantes. En 1789, cette tension explose. Le peuple de Paris prend la Bastille, symbole de l'arbitraire royal. La Révolution française commence, et avec elle, une idée qui va traverser le monde entier, celle que le pouvoir n'appartient plus de droit divin à un roi, mais qu'il peut appartenir au peuple lui-même. La décennie qui suit est violente, chaotique, traversée par la terreur, les exécutions, les guerres, mais elle accouche aussi de principes qui façonnent encore aujourd'hui les démocraties modernes. Liberté, égalité, fraternité. Le XXe siècle apporte à la France ses heures les plus sombres et ses moments de résilience les plus intenses. Les tranchées de la Première Guerre mondiale, à Verdun notamment, voient non voir des centaines de milliers d'hommes périr pour quelques kilomètres de terre disputée. Puis vient l'occupation, la résistance, la libération, des pages d'histoire encore vives dans la mémoire collective française. Et pourtant, envers et contre tout, la France se reconstruit, elle devient un pilier de la construction européenne, un carrefour culturel mondial, une nation qui continue d'attirer chaque année des dizaines de millions de visiteurs venus marcher sur les mêmes pavés que les Gaulois, les Romains, les rois et les révolutionnaires. Ce qui est fascinant, quand on regarde la France à travers les siècles, ce n'est pas seulement la succession des événements. C'est de réaliser que chaque génération a marché sur les traces de la précédente sans toujours le savoir. Le paysan gaulois qui labourait son champ, le légionnaire romain qui gardait une frontière,
le tailleur de pierre qui sculptait une gargouille, le soldat qui tenait une tranchée, tous ont, à leur manière, façonné ce que ce pays est devenu aujourd'hui. L'histoire n'est jamais vraiment terminée. Elle continue de résonner, doucement, sous nos pieds, à chaque pas que nous faisons sur cette terre. Et vous, de quel pays aimeriez-vous découvrir l'histoire dans une prochaine vidéo? Dites-le moi en commentaire, je choisirai les prochains pays selon vos réponses. Abonnez-vous aux Échos du passé pour continuer à entendre résonner l'histoire.